donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. L'éducation est le dossier de cette édition. Faut-il améliorer l'égalité entre filles et garçons? Faut-il lutter contre les stéréotypes dès l'école primaire? C'est le sens d'un programme du gouvernement expérimenté en ce moment. Il porte sur les vêtements, les couleurs, les clichés du bleu et du rose, mais aussi sur les activités, danse ou Lego, mais pour tout le monde. Alors comment se déroulent concrètement ces programmes? Dossier signé Julie Beckrich, Julien Pelletier. Pour l'instant, on se met un petit peu dans le noir. Et on observe bien l'œuvre projetée. Tu voulais dire quoi? Que vont voir ces enfants de pareil. CM2 dans ce tableau de Renoir? Madame Charpentier et ses enfants, tous deux vêtus de robes et de souliers noirs. Madame, elle a habillé en noir et en blanc. Oui. Et ses 2 filles en bleu. Oui. Qui veut nous dire le titre qu'il a trouvé pour ce tableau? La femme et ses filles. Les 2 jumelles et leur mère. La femme et les jumelles. Pour tous les élèves, c'est une évidence. Les 2 enfants du tableau sont des fillettes. Mais quand la maîtresse leur dévoile leurs prénoms... Les prénoms des 2 enfants, c'est Georgette et Paul. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Ben, il, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi, c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. On avait les mêmes vêtements, le même trousseau de vêtements pour les garçons et pour les petites filles jusqu'à 6 ans. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. C'est bizarre parce que les garçons, ils ne mettent pas de robe, ils mettent des pantalons, normalement. Moi aussi j'ai les cheveux longs, et Yannick Noah par exemple aussi il a les cheveux longs, donc moi ça me surprend pas. La consigne c'est d'habiller maintenant les 2 enfants à la mode d'aujourd'hui. Un peu de colle, 3 coups de ciseaux, voilà les enfants de la fin du 19e siècle rhabillés.
Mais selon quel modèle? Celui que les élèves observent en regardant la tenue de leurs camarades ou celui véhiculé dans les livres de jeunesse et les catalogues? C'est une fille et un garçon. J'ai mis pour la fille un peu une jupe. Et là, j'ai mis un petit short, un peu genre Marcel. Pour les garçons, c'est plutôt bleu. Et la fille, c'est plutôt rose. Est-ce que tu portes du bleu aujourd'hui? Non. Et ta voisine du rose? Oui. D'autres ont choisi des tenues mixtes. Et à cet exercice-là, personne n'a tort ou bien raison. L'objectif, c'est juste de confronter les enfants aux stéréotypes qu'ils ont en tête sans même s'en rendre compte. Et les clichés sont aussi mis à mal en sport. La danse ici, c'est pour les filles et les garçons. Et rien que ça, c'est déroutant. Pour les garçons, ça donnait un peu le trac parce qu'on savait pas vraiment ce que ça allait faire. Ah, pourquoi les garçons? Ben, parce que c'est vraiment, ils en font pas toujours. On sait pas si les garçons, ils savent danser ou pas. Et pour le savoir, justement, les enfants sont invités à se mélanger, filles, garçons, pour danser. Vite, les filles. Quelques hésitations et les duos se forment. Ce n'est donc pas si compliqué. Moi, ce qu'on me dit beaucoup dans ma permanence, c'est ce n'est pas tant d'être abandonné, c'est oui, mais il faut qu'il y ait la complémentarité du père et de la mère. Et quand je leur demande aux gens qui viennent me voir, mais qu'est-ce que cette complémentarité entre le père et la mère? Ils me disent, ah, mais il faut qu'on connaisse la différence des sexes. Je dis ça, on peut très bien le connaître autrement, avec l'entourage, la famille, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc. Ils en conviennent tous. Je leur dis donc, quelle est cette complémentarité? Et ils me disent, et là on arrive malheureusement dans les poncifs parce que je ne vois pas sinon ce qui existe vraiment comme complémentarité. La mère est plus douce, le père a de l'autorité. Enfin, vous voyez, on ressort ces questions-là. Alors qu'on voit très bien que maintenant d'abord les choses sont plus complexes que ça et qu'il y a des parents qui sont souvent l'un un peu plus autoritaire, l'autre. De la même manière qu'avant on disait, c'est mieux parce que maman est à la maison, il y a voilà, la stabilité de la maman à la maison et le papa, chacun son rôle et tout le monde. Certains sont gardiens de ce modèle de famille. Je l'entends, simplement je suis convaincue que ce n'est pas un modèle adapté à la société d'aujourd'hui et qui rend forcément d'ailleurs les enfants heureux. Vous avez envie de réagir, et Bruno Gollnisch et Pierre-Hervé Grosjean, mais Najat Vallaud-Belkacem prend la parole en répondant juste à une question. Est-ce que vous nous confirmez, comme l'a indiqué Christiane Taubira, que les termes de père et mère ne disparaîtront pas du Code civil ? Ils ne disparaissent absolument pas du Code civil. Évidemment, tout le chapitre 7 relatif à la filiation continuera à comporter les termes de père et mère. Je voudrais juste dire un mot sur la discussion que vous venez d'avoir, parce que j'avoue avoir été plutôt émue par votre témoignage et je vous remercie de nous l'avoir fait partager. Moi, mon sentiment, c'est plutôt que c'est l'être absent qui vous a manqué dans votre histoire. L'être absent, or, dans les familles homoparentales pour lesquelles nous réclamons la protection et la sécurité juridique, il n'y a pas d'être absent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et de fait, puisque toute la question sous-jacente dans notre discussion, c'est est-ce que des enfants élevés par des familles homoparentales, des couples homoparentaux, peuvent s'épanouir autant que des enfants dans des familles hétéroparentales. Oui. Je vais vous répondre. Oui, c'est bien ça la question sous-jacente, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez plus. Ils peuvent s'épanouir. Ah bon, bah très bien. Vous avez eu plus d'un millier d'études qui ont été menées sur ce sujet par tous les pédiatres, psychologues, psychiatres possibles, qui vous démontrent. Donc je sais que deux personnes de même sexe peuvent s'épanouir. Donc. Mais je le dis. Non, mais au-delà de l'amour, parce que ça n'est pas qu'une question d'amour, c'est aussi une question de développement cognitif, de développement comportemental. Et de fait, toutes les études vous démontrent, qui ont été menées sur plusieurs années, que ces enfants, au fond, se développent exactement de la même façon, sont ni plus ni moins épanouis ou heureux que les enfants dans des familles hétéroparentales, à cette seule réserve près qu'ils souffrent de l'opprobre social qui pèse sur leur forme de famille. Alors mettons fin à cet opprobre social. C'est ce que nous réclamons par la loi. Ce que vous a dit Henri Guénaud, c'est que ne pas avoir de père ou ne pas avoir de mère, ça crée de toute façon un manque. Ça crée des souffrances. Non, c'est ce que j'ai compris. Que me dites-vous, pardonnez-moi? Non, pardon, ça n'est pas ce que disait M. Guénaud. En tout cas, ça n'est pas ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est que c'est l'absence
du père qui aurait dû être là, qui aurait dû faire famille avec lui, en ce qui le concerne, qui l'a fait souffrir, qui a été une blessure. Mais dans le cas des familles homoparentales dont nous parlons, de fait, il n'y a pas un être qui manque, il n'y a pas un être absent. Les deux êtres sont bel et bien là. Ils font famille, d'ores et déjà avec l'enfant. Ils veulent juste être reconnus par la loi. Et c'est dans l'intérêt de l'enfant, bien évidemment. Pierre-Hervé Grosjean. Et on revient à la PMA et à la gestation pour autrui. C'est important que la parole circule. Moi, je trouve vraiment étonnant, un peu inouï, qu'on soit en train de débattre pour savoir si vraiment un papa, c'est complémentaire d'une maman. Mais vous demandez à un enfant de 6 ans si papa, c'est comme maman, mais il va vous dire non. Papa m'apporte des choses que maman ne m'apporte pas. Il ne va pas rentrer dans des théories fumeuses, je ne sais pas quoi. Mais c'est le bon sens de tous ceux qui nous regardent. C'est le bon sens. Mais ça veut dire alors dans ce cas que vous niez cette identité d'homme et cette identité de femme qui sont tellement précieuses l'une et l'autre. Vous dites que c'est la même chose. Deux hommes, c'est deux hommes. Mais on n'a jamais répondu à cette question. J'aimerais bien que vous répondiez. Jusqu'à présent, pour un homme et une femme pour faire un enfant, quand même. D'accord, il faut deux sexes différents, on est d'accord. Mais sinon, quelle est l'identité de l'homme et celle de la femme? Madame, moi je ne suis pas pédopsychiatre. Je ne suis pas spécialiste de je ne sais pas quoi. La seule chose que je sais, c'est que je suis au contact du quotidien des gens. Et moi, je peux vous dire que n'importe quel enfant peut vous expliquer tout simplement, avec des mots les siens, mais tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, doivent sur leur canapé sauter en l'air en disant « Mais attends, mais papa, c'est pas maman, c'est pas la même chose, mais c'est précieux d'avoir les deux. » Mais est-ce que c'est... J'espère que les enfants sont couchés, moi, mais d'accord, mais attendez, mais ça veut dire que deux mamans, c'est comme un papa et une maman. Attendez, Emmanuel Pierrat, une femme, un homme, c'est la même chose. Emmanuel Pierrat, réagissez à vos propos. C'est pas la même chose. Pierre Grosjean, Emmanuel Pierrat. C'est un enrichissement mutuel. Tous les individus sont singuliers. L'altérité sexuelle est quand même une altérité peut se retrouver dans autre chose que le sexe, précisément. Il y a d'autres composantes de l'altérité. Ce qui est étonnant, c'est que ça soit une féministe comme vous et la ministre des droits des femmes qui m'explique que finalement, une femme c'est comme un homme et qu'après tout, deux hommes, il y aura autant d'altérité qu'entre un homme et une femme. Et je trouve ça étonnant de Mais votre c'est part. dans votre raisonnement à vous que vous créez les inégalités entre les hommes et les femmes parce que vous estimez que les femmes sont faites pour tel rôle et les hommes sont faits pour tel rôle. Mais c'est pas vrai. Et moi, je vous dis qu'il y a des hommes qui peuvent avoir l'instinct maternel aussi, qui peuvent s'occuper des enfants et je vous dis qu'il y a des femmes qui peuvent aller travailler. Je vous dis que les deux ont justement une égale importance et que priver un enfant de l'un ou de l'autre, c'est une injustice pour l'enfant. Mais Emmanuel Pierrat vient de vous dire que c'était un modèle dépassé. Expliquez-vous. Oui, c'est un modèle dépassé. D'abord, je ne veux pas faire une factuellement, vous voulez dire. Oui, pas un jugement de valeur. Non, non, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un modèle qui est aujourd'hui minoritaire en termes de chiffres, très bêtement. Mais ce n'est pas le débat. La question pour moi, c'est pas de savoir si c'est un modèle minoritaire ou majoritaire. Selon moi, tous les modèles, en quelque sorte, doivent avoir les mêmes droits. Voilà. C'est aussi simple que ça. 75% des enfants vivent avec leurs deux parents, père-mère. Non, on parle du mariage, etc. Moi, je parle de l'altérité. Moi, je parle de la complémentarité père-mère. Ce qui me semble insensé, c'est de parler de bon sens, si je puis me permettre, dans une question qui est tout sauf une question juridique, une question sociale, une question tout ce qu'on voudra. C'est trop un débat d'adultes, de spécialistes. Et c'est pour ça, c'est ça ce que les Français ont voulu dire. Ils ont voulu dire, mais retrouver cette simple bon sens. Arrêtez de dire les Français quand il y a 300 000 et 400 000 personnes qui défilent, quand il y aura les 10% il y en a 54%, il y en a 54% qui sont contre l'adoption de la PMA pour cette raison-là. Il y a aussi une attendez, terminez votre propos. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on vous a interrompu. Non, oui, on peut m'interrompre. C'est difficile de... Monsieur Maître Pierrat me demandait tout à l'heure pourquoi est-ce que je considérais que cette loi, qui selon lui n'ouvre que des droits aux homosexuels et qui ne gêne en rien les hétérosexuels, pourquoi est-ce que je la considère comme fondamentale? Eh bien, exactement pour la raison qu'il vient d'avancer. Il vient de dire tous les modèles doivent avoir les mêmes droits. Eh bien, moi, je ne crois pas que tous les modèles doivent avoir les mêmes droits. Je crois que l'expérience de l'humanité, je crois que ce qui est inscrit dans la conscience des individus nous dit qu'il y a des modèles dont il est extrêmement dangereux de s'écarter. Et c'est peut-être, effectivement, dans la vision prométhéenne qui est la vôtre, de faire tout se vaut. Non, moi, je crois que tout ne se vaut pas. Et les Français, instinctivement, ont senti que tout ne se valait pas. Et en particulier, jusqu'à preuve du contraire, quand même, mon cher maître, un enfant, il est fait par un homme et par une femme.
Donc, avec le projet de loi que vous allez soit nier l'un des partenaires dans cette affaire, ou le considérer comme purement accidentel, ou purement mécanique, ou purement biologique, ou purement marchand, j'y reviens. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Il y a une subversion complète du principe de la famille. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est pas seulement l'accord entre deux individus. C'est une institution qui est destinée à la transmission de la vie, et qui est fondée sur l'amour d'un homme et d'une femme, qui est destinée à la transmission de la vie, à l'accueil des enfants, à leur éducation. Bien sûr, il y a des ratés, bien sûr, il y a des accros, bien sûr, il y a des familles qui souffrent, bien sûr, il y a des familles éclatées, etc. Mais est-ce que c'est une raison en quelque sorte, pour institutionnaliser cela, pour créer de nouveaux enfants? C'est une raison suffisante pour prendre en compte, oui, les lacunes de la loi actuelle. Mais vous ne vous contentez pas de prendre en compte. Non, attendez. La théorie du gender, ou la théorie du genre en français, est une théorie qui est apparue aux États-Unis dans les années 90. Elle nie la différence sexuelle et la complémentarité entre l'homme et la femme. En fait, concrètement, les partisans de cette idéologie refusent toute idée d'une identité sexuelle qui serait reçue ou inscrite dans notre corps et qui du coup nous déterminerait comme homme ou femme. Ils préfèrent utiliser le concept de genre masculin ou genre féminin, qui serait que le résultat d'un contexte culturel dans lequel on aurait grandi. Ce genre-là, il serait donc modifiable à souhait et en aucun cas ne serait une détermination inscrite dans notre nature. La suite, la conséquence naturelle de cette théorie est d'expliquer que du coup l'hétérosexualité n'est en aucun cas inscrite dans la nature de l'homme et de la femme, mais ne serait que le résultat, la conséquence d'un climat culturel qui la favoriserait. Ainsi, l'hétérosexualité ne serait pas un élément fondateur des relations humaines, mais serait plutôt le résultat, la conséquence d'un formatage culturel qu'on nous aurait imposé depuis tout petit. L'idée qu'il y a derrière cette théorie du gender, à mon avis, est qu'on retrouve là une tentation d'orgueil très ancienne chez l'homme de ne rien devoir à personne. Cette tentation, cette illusion de croire qu'on ne dépend de rien ni de personne, et surtout pas d'une loi naturelle qui m'aurait précédé, surtout pas d'une loi inscrite dans le cœur de l'homme que je n'aurais pas choisi moi-même, surtout pas d'une idée du bien et du mal que je n'aurais pas moi-même élaborée. D'où le refus, y compris d'une identité sexuelle inscrite dans ma nature que je n'aurais pas choisie. Non, la liberté pour moi, c'est pas de ne rien devoir à personne. La liberté pour moi, ce n'est pas de n'avoir reçu aucune détermination. La liberté, c'est plutôt pour moi de choisir librement, de consentir à ce que j'ai reçu justement, à ce que je suis, ma nature humaine, mon identité sexuelle, ce que je suis profondément. Eh bien, j'apprends à l'accueillir, même si cette identité est parfois blessée, même si ma nature est parfois blessée. Eh bien, j'apprends à vivre avec, à accueillir ce que je suis et à devenir plus que jamais ce que je suis réellement. Ce qui est lamentable, c'est que cette théorie soit enseignée comme une vérité scientifique à partir de la rentrée prochaine dans tous nos lycées, dans les classes de première. Que tel ou tel groupe de pensée défende cette théorie, c'est leur droit. Mais que l'éducation nationale impose cette théorie comme une vérité scientifique à tous nos élèves de première, pour moi, on a là une imposture éducative, scientifique et éthique profonde. C'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Hier, la ministre des Droits des Femmes était sur RTL. Elle a présenté son projet de loi parité à l'Assemblée nationale. Elle a revendiqué, on l'a entendu, une forme d'ingérence dans le couple, par exemple pour inciter les hommes à prendre des congés parentaux. Alors ça, évidemment, ça vous a fait bondir. Ah, vous savez, la vie privée est sacrée. La vie privée est sacrée. La vie privée sacrée. C'est ce que nous répètent nos éminences socialistes depuis des jours. Mais seulement la vie privée du président de la République. Ah, parce que la nôtre, la vie privée, alors là, la mienne, la vôtre, au contraire, l'objet de toutes les attentions publiques. Il paraît qu'on se comporte mal avec nos femmes, nos enfants. On est plein de stéréotypes sexuels. Ah, la lutte contre les stéréotypes sexuels, c'est le nouveau mot de la novlangue de gauche pour remplacer la théorie du genre. Parce qu'en vérité, ce sont des synonymes, mais théorie du genre fait peur. Docteur Folamour du sexe, alors on combat les stéréotypes sexuels en diffusant dans les classes le film Tomboy qui conte l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui se fait passer pour un garçon et noue des relations plus qu'équivoques avec une petite fille, ou en lisant Papa porte une robe.
Déconstruire les stéréotypes sexuels à des enfants de 3 et 6 ans, en bon français, cela s'appelle du bourrage de crâne ou du lavage de cerveau au choix. Imposer les fameux ABCD de l'égalité sous le contrôle vigilant des associations LGBT, c'est mettre les profs sous la surveillance de commissaires politiques du lobby homosexuel, comme jadis les généraux de la révolution russe étaient sous le contrôle des représentants des bolcheviks. On exigera désormais des hommes qu'ils prennent un congé parental de 6 mois. Pour ceux qui refuseront de pouponner, les 6 mois seront perdus. La mère n'aura plus 3 ans de congé maternité, seulement 2 ans et demi. Mais ce n'est pas une punition, seulement une incitation. On ne se mêle pas de la vie privée des gens, on lutte contre les stéréotypes sexuels. Et sans aller jusqu'aux extrêmes que vous avez décrits tout à l'heure quand même, lutter contre les stéréotypes, c'est-à-dire pour une forme de parité, c'est mal? Tout se tient, comme disait naguère Ségolène Royal. Si votre femme ne parvient pas à obtenir une augmentation de son patron, c'est parce que vous ne faites pas la vaisselle et ne donnez pas le biberon au petit dernier. Ces mauvais maris et mauvais pères doivent donc être sanctionnés, rééduqués, pour qu'on puisse enfin vivre dans le meilleur des mondes égalitaires possibles. La gauche ne touche pas un cheveu de la vie privée, hein. Elle veut seulement nettoyer au Karcher les inconscients collectifs surchargés de stéréotypes sexuels. Quand une petite fille joue à la poupée, elle est victime des stéréotypes sexuels et doit prendre immédiatement un camion. Mais quand un garçon joue à la guerre, il est en pleine crise de stéréotypes sexuels. Il joue à la poupée, il a 10 sur 10 en stéréotypes sexuels. Il ne faut pas que Najat Vallaud-Belkacem s'arrête en si bon chemin. Elle doit mettre des mouchards dans chaque appartement pour vérifier que les hommes prennent bien leur tour de vaisselle, se réveillent la nuit pour donner le biberon et que les femmes descendent les poubelles. Et l'amour alors, un nid de stéréotypes sexuels. C'est même son moteur principal. Il faudra donc interdire les positions sexuelles qui rappellent le stéréotype de la domination masculine et les insultes qui donnent une image dégradée de la femme. Sur les ruines de la famille traditionnelle, la gauche a en fait décidé d'imposer par la force un nouveau modèle de famille, de relation entre les hommes et les femmes, d'éducation des enfants. Ceux qui renaclent ou refusent ce projet totalitaire devront se soumettre ou se démettre. Notre vie privée appartient à nos nouveaux maîtres. L'empire du bien veille sur nous. Éric Zemmour.